Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on a un épisode interview avec Aurélia Monaco, qui est coach certifiée sur Paris. Elle travaille en individuel et en groupe et elle est aussi praticienne en Reiki. Et durant cette interview, qui était plutôt une conversation entre deux professionnels, on échangeait sur plein de choses. On a voulu aborder l'importance du corps dans la connaissance de soi, toutes les informations en fait qu'ils peuvent nous donner sur notre état d'être, notre état d'esprit. On aborde en fait simultanément des côtés très pratiques, très concrets, très rationnels et aussi des aspects plutôt énergétiques, tout ce qu'on appelle la psycho-énergétique, psycho-émotionnelle. Donc voilà, c'est un épisode qui est très riche. J'espère de tout cœur qu'il va vous plaire. Merci encore pour votre écoute, pour votre fidélité. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à nous faire aussi des feedbacks sur ce que vous avez aimé et aussi nous dire si vous avez envie qu'on aborde certains aspects encore plus en profondeur. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement, à ouvrir grand votre cœur et vos oreilles et puis à juste profiter de ce moment pour vous. Et voilà, coucou Aurélia, merci infiniment d'être à nouveau en enregistrement avec moi. Il faut dire qu'on a essayé d'enregistrer ça, je crois, 3 fois et que finalement, on a l'opportunité de le faire maintenant. Alors aujourd'hui, on avait envie d'aborder tout ce qui était le rapport avec le corps et comment en fait le corps peut être le meilleur outil pour avoir en fait une autre conscience et connaissance de soi. Et du coup, la raison pour laquelle on fait ça avec Aurélia, c'est parce que Aurélia elle a tout un parcours et aussi une connaissance de son propre corps. Et puis d'ailleurs, je vais juste te laisser à toi l'opportunité de te présenter et puis raconter un petit peu ce que tu fais, comment tu fais, etc. Oui, merci beaucoup. Merci Jennifer, je suis trop contente d'être là. Alors, moi, je suis coach certifiée et praticienne Reiki et du coup, j'accompagne surtout des femmes, soit en séance individuelle, soit en groupe, sur des sujets de connaissance de soi, d'acceptation de soi, d'estime de soi. Également de reconversion professionnelle, puisque moi-même, j'ai changé de voie. Avant, j'étais avocat fiscaliste, donc je fais des études de droit et clairement, j'ai été quelqu'un qui était beaucoup plus dans la tête que dans le corps. Pendant toutes ces années. Et j'ai découvert par la danse, par des questionnements, par des remises en question, un rapport à mon corps et j'ai découvert des choses sur moi grâce à mon corps. Et du coup, j'essaie en fait dans les accompagnements de lier à la fois le mental au corps et à l'action parce qu'en fait, très souvent, on est énormément dans le mental et on oublie que l'on a un corps qui est collé. Là. Ah mais alors moi je te rejoins complètement. J'ai fait beaucoup aussi de danse et puis de yoga et c'est vrai que en fait quand on prend le temps de se connecter à son corps parce que Dieu sait comme on a envie souvent d'être ailleurs dans sa tête, le nombre d'informations que l'on peut recueillir à propos de soi, c'est juste impressionnant. J'ai envie de dire que le corps d'une certaine manière il ne ment pas. Et puis quand on en parlait là la dernière fois, il y avait en tout cas quelque chose qui est revenu, c'est comme si le corps, il donne d'une certaine manière la place au discours inconscient. Il réveille en fait des choses qui se passent dans notre subconscient, notre inconscient justement, où voilà, nous quand on réfléchit, on est dans notre conscient, on est là, on est dans notre cortex préfrontal, on est très dans le mental. Et pourtant, il n'y a pas que cette réalité-là qui se passe. Et prendre le temps de se connecter à soi, et c'est pas souvent évident, d'avoir une réelle connexion qui va au-delà de juste quelque chose de très superficiel, prendre ce temps de rentrer en profondeur, c'est si... Enfin, moi, je trouve ça tellement impressionnant et puis fascinant, en fait, d'avoir toutes les choses qui se manifestent. Oui, en fait, c'est souvent des informations un peu brutes que tu reçois via ton corps.
Moi, je sais que le fait d'avoir changé de travail a été concomitant avec une entorse. Et en fait, tu vois, l'entorse aussi, c'est la direction que tu prends, les chevilles, les pieds, etc. Ouais. Et j'ai pris aussi comme un signe de mon corps qui me disait, bah, là, c'est bon, en fait, c'est le moment. Tu vois, tu vas plus du tout dans la bonne direction. Alors qu'avec le mental, bah, évidemment, j'avais toujours des excuses pour continuer et pour attendre. Oui. Ouais, tu as des informations qui viennent comme ça, de manière un peu brutale, mais aussi qui peuvent venir aussi comme des messages plus doux. Ce qui m'est arrivé notamment, une expérience que je raconte souvent pendant un cours de danse en talons, où là, vraiment, c'est une rencontre face à soi, face au miroir, sans artifice, etc. Donc, il y a moins d'opportunités de se cacher. Ouais. Derrière l'humour ou derrière quoi que ce soit. Et en fait, j'ai voulu, tu vois, faire ce que la prof faisait. Et j'ai entendu une voix dans ma tête, comme si je l'avais observée, me disant « Non, mais tu peux pas faire ça. Si tu fais ça, t'es pas une fille bien. » ou quelque chose comme ça, en fait. Ouais, oui. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, moi, dans certains cours de yoga, mais aussi de danse, j'ai eu aussi un petit peu tout d'un coup ces moments où tout d'un coup, je prenais conscience d'une voix à l'intérieur, comme si elle était en train de faire juste des remarques, d'observer. C'était le commentateur général de tout le vocabulaire, le dialogue interne que je pouvais avoir par rapport à mon corps et l'image de mon corps. Et pour rebondir sur le côté que des fois, effectivement, tu peux avoir dans le cadre de maladies ou d'accidents, ce que je trouve toujours impressionnant et intéressant, c'est d'aller regarder le grand livre Dictionnaire des maladies. Je ne sais pas si tu le connais. Ouais. Je vous le mettrai en lien dans les notes de podcast où tu peux justement aller regarder un petit peu quel est l'aspect psycho-énergétique de cette maladie. Et souvent, et plus souvent que le contraire, ça tape en plein dedans, quoi. Et c'est des choses qui... Disons que moi, dans ma vie de tous les jours, tout l'aspect, le domaine psycho-énergétique, etc., ça fait partie intégrante de ma vie. Je sais que pour toi aussi. Mais après, je trouve toujours que c'est important de trouver un juste milieu où on ne met pas tout dans le même panier. Mais de juste avoir cette habitude, cette réflexion de dire « Tiens, il y a mon corps qui est en train de me dire quelque chose, il y a une irritation cutanée qui se fait, il y a de l'eczéma. » Oui, je peux raisonner et dire c'est que j'ai une tendance à faire naturellement des irritations, de l'eczéma, avoir des maux de ventre, etc. Ou bien, tiens, est-ce que en fait c'est en train de me signaler autre chose, de vraiment voir le corps pas comme un ennemi. Je crois que c'est le plus important en fait, c'est de se réconcilier avec son corps et de se dire tiens, mon corps en fait, c'est aussi un ami, c'est mon meilleur partenaire, c'est mon meilleur ami. Moi sans mon corps en fait, je peux rien faire en fait. C'est vrai qu'on a parfois tendance à l'oublier parce qu'on voit le corps beaucoup plus comme un objet que comme un sujet en tant que tel. Surtout quand on est une femme, on voit plutôt le corps comme quelque chose d'esthétique qui pourrait être différent, répondre à d'autres critères. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément comme un allié, comme un moyen qui nous permet de vivre. Et on s'en rend compte des fois quand on a un problème. Et quand on a ce problème, on se dit j'avais de la chance de pouvoir marcher tranquillement, etc. Je trouve que c'est vraiment un chemin complémentaire au mental, aux réflexions, aux lectures, etc. Et moi, ce que j'ai noté me concernant, c'est que plus j'étais à l'écoute de mon corps, ce qui n'était pas acquis dès le début, plus les réactions étaient assez rapides. Il y a à peine 10 jours, peu après le déconfinement, c'était la première fois que je sortais réellement, donc j'ai beaucoup marché et j'ai vu énormément de personnes. Je me suis fait, entre guillemets, agresser par quelqu'un verbalement qui voulait que j'écoute sa musique et parce que j'ai pas répondu, il m'a insulté, etc. Et en fait, ça fait beaucoup d'informations d'un coup après des mois de confinement. Ouais. Et le soir, au moment de me démaquiller, je vois une trace sur mon œil gauche qui ne part pas au moment où je me démaquille. Et en fait, j'avais un vaisseau sanguin qui avait éclaté sur la paupière. Ok. Et après, j'ai fait un peu le lien avec tout ce que j'avais vu dans cette journée, et notamment la personne qui m'avait agressée, qui était sur le côté gauche, là où j'ai eu ce qui a éclaté. Donc, je ne sais pas si c'est lié à 100%, mais en tout cas, je me suis dit, c'est quand même bizarre que
ce jour-là, j'ai eu des réactions un peu à des choses qui m'ont énervée. Et le soir, j'ai un vaisseau qui a éclaté sur. Et je dirais même tout ce que tu as dit dans la première la phrase, tout ce que j'ai vu cette journée-là. Je sais de ce que je me rappelle du livre sur comprendre le grand dictionnaire des maladies. C'est quand c'est autour des yeux, c'est vraiment ce que l'on voit et l'image aussi que l'on peut recevoir. Et puis voilà, ça, c'est effectivement, moi je trouve ça super intéressant. Et puis on peut remarquer cette subtilité-là de lecture dans beaucoup de choses. Bien sûr, de nouveau, il ne faut pas rentrer dans une forme de, j'ai pas envie de dire de parano, mais de côté où tiens, si j'ai un poil incarné, c'est peut-être que... Non, mais parce que tu vois, tout d'un coup, on peut vraiment le tirer sur... Il faut que ce soit utile, il faut que ça serve toujours, parce qu'on peut se perdre aussi dans ces lectures-là des informations. Moi, il y a un autre truc par rapport juste au rapport avec le corps qui m'a toujours beaucoup marqué. Ça vient de la médecine chinoise, sauf erreur, et c'est l'information première que l'on peut avoir par rapport à une situation, une circonstance, qui va nous dire instinctivement oui, non. Et ça, cet indicateur-là, il se passe au niveau de la rate. Et on a cette information qui arrive la première fois. Elle est très subtile, elle est là, elle est fine, mais elle est souvent juste. Et si tu veux, ça ouvre tout un chapitre sur la notion que peut-être il y a beaucoup d'informations que l'on perçoit en premier à travers le corps, dans notre cœur, dans nos tripes, avant que ça passe au niveau du conscient et dans le cerveau tout simplement. Qu'il y a des informations que l'on perçoit autrement que juste par le mental entre guillemets. Et où j'aimerais faire encore juste une autre boucle, c'est que en tout cas dans les pratiques yogiques, le mental entre guillemets, il est décrit comme faisant partie intégrante des organes sensoriels aussi. Et que dans ce sens-là, en fait, le mental, c'est aussi le corps. Parce que tout ce que l'on interprète, souvent, c'est par ce que l'on a perçu, ce que l'on a entendu, ce que l'on a touché, ce que l'on a vu. Et donc, de plus en plus, quand on se rappelle de ça, que finalement, tout ce que je pense et perçois, pas tout, mais une grande partie, on le fait via ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, ce que l'on arrive à intégrer par information via nos organes sensoriels, à ce moment-là, le discours de la tête, le mental, il est séparé du corps, il devient de plus en plus obsolète parce que c'est une illusion. Vous êtes tout le temps dans votre corps. Moi, je ne vis pas en dehors de mon corps. Parfois, j'ai des pensées qui sont plus abstraites, intellect, ok, et là, effectivement, c'est moins des choses que je perçois directement, c'est vraiment plutôt de mon monde intérieur, mais une grande majorité des choses que je pense et que je perçois, c'est toujours en rapport avec cette réalité, ce monde, ce matériel-là, et mon corps, c'est la manière dont je reçois et je perçois ces informations. On n'est pas dissocié, on n'est pas une tête d'un côté et le reste d'un corps de l'autre. Cela dit, on peut avoir l'impression que l'on est totalement dissocié de son corps par des habitudes que l'on entretient même inconsciemment, d'être tout le temps dans ses pensées, d'être tout le temps dans le mental, de ne pas être à l'écoute de ses envies, de ses sens. Et c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans les soins Reiki, où en fait, très souvent, tu peux te retrouver avec presque un stock énorme d'énergie bloquée au niveau de la tête. Ce que je ressens vraiment pendant les soins, et bien du coup, comme l'énergie est censée être fluide et bouger dans le corps, si tout est stagné dans la tête, elle va pas dans le reste du corps, tu vois. C'est pas fluide. C'est un peu comme l'évacuation de la douche en fait. Si tu as plein de cheveux, l'eau va couler, mais elle va plus vraiment couler fluidement. Voilà. Et donc, tu peux te retrouver, avoir l'impression d'être déconnecté de ton corps, parce que il y a en fait une rupture entre les deux. Mais c'est une rupture naturelle. C'est une rupture qui est entretenue inconsciemment.
qui est entretenu, puis qui rejoint ce que tu as dit au début, qui était très juste. On a un rapport avec notre corps comme si c'était un objet. Et c'est vrai, le corps, en fait, souvent, quand est-ce qu'on travaille avec... Si je regarde de manière très générale, en fait, dans la vie de tous les jours, les seuls rapports vrais que l'on a avec notre corps, c'est pour qu'il corresponde à une certaine image. Donc, image, objet, d'une certaine manière. Beaucoup de personnes vivent encore dans cet aspect de « moi, mon corps, je l'aime qu'à condition de 3 petits points ». Et en fait, ce qui est hyper important, c'est quand tu te dis « tiens, moi, mon corps, je l'aime qu'à condition qu'il corresponde et dans les cas où 3 petits points », et que tu te rappelles qu'en fait, une partie de ton mental, c'est aussi ton corps, parce que justement, tu vis à travers tes sens, littéralement, tu es en train de te déclarer la guerre ou de te manquer d'amour à toi-même. Ouais. Et ça rejoint tout ce sujet avec lequel toi et moi, on travaille beaucoup sur le manque d'estime, la difficulté d'amour-propre. Je regarde le podcast. Tu sais quel épisode, c'est celui qui a été le plus écouté sur Only Up To You? Comment s'aimer alors qu'on n'aime pas comme on est? Il y a un problème à ce niveau-là. Et tant que l'on continue de maintenir cette illusion que le mental est dissocié du corps, on ne va pas s'en sortir. C'est ça aussi le manque d'estime, c'est qu'on peut avoir un manque d'estime de soi, c'est-à-dire s'aimer de manière conditionnelle. S'aimer si on réussit quelque chose, s'aimer si on a telle qualité. Et très souvent, en fait, le corps, c'est un moyen de projeter son manque d'estime. C'est-à-dire qu'on a un manque intérieur d'estime envers soi-même, on ne se sent pas assez bien, pas à la hauteur, et du coup, le corps qui est visible devient le meilleur moyen de projeter son manque d'estime. Et donc, du coup, on est dans l'illusion de croire que lorsqu'on sera plus mince, lorsqu'on aura un nez plus fin, alors c'est des généralités, bien sûr, il y a des complexes et c'est vraiment un sujet, mais du coup, le corps peut être le moyen de nourrir son manque d'estime. Et c'est important aussi de comprendre ça, parce que du coup, peu importe ce qu'on modifie sur son corps, si le manque est inférieur au niveau de l'estime, eh bien, toutes les modifications que l'on aura sur notre corps ne vont pas suffire à nous aimer tel que l'on est. Est-ce qu'en fait, ce n'est pas un moyen détourné de justifier un manque d'estime de soi, de ne pas aimer son corps tel qu'il est? Et du coup, d'éviter toujours le vrai sujet. C'est d'ailleurs aussi quand j'accompagne les personnes en hypnose pour la perte de poids, pour rééquilibrer l'alimentation, pour être bien avec soi, s'aimer est indépendant de toute image, de toute taille, mensuration, forme. C'est quelque chose qui se doit d'être indépendant, parce que tant que c'est dépendant de certains critères, vous allez jamais être libre à ce niveau-là. Et en fait, ça rebondit aussi sur quelque chose que j'ai écrit cette semaine sur Instagram par rapport à la liberté. Tellement de personnes, mais je sais que toi aussi, quand on commence un entretien, la première chose que l'on demande, c'est « bon, tu veux quoi? Tu recherches quoi? C'est quoi le but ?» Et on en revient systématiquement aux mêmes critères. J'ai envie de me sentir plus légère ou léger, plus libre, mieux, bien. Et ils font souvent un mouvement de... comme si l'énergie, elle est en train de le ressenti, il est juste fluide, il rayonne, il est là, il est fluide. Et puis il y a ce moment de pouf, tout ça, en fait... Et c'est aussi quelque chose qu'on avait discuté dans des enregistrements précédents auxquels vous n'aurez pas accès parce qu'ils ont disparu, que tout ça, on peut y arriver, mais de manière très simple. Et c'est quand on commence à se détacher et à relâcher et à se défaire de tous ces critères qu'on se met que, voilà, pour pouvoir s'aimer, avoir une bonne estime de soi, on doit le mériter. On doit en être digne. Et c'est tellement étrange, c'est tellement bizarre, parce que quand on est né, quand vous regardez un enfant quand il est né, il ne se pose pas la question. Il ne se pose pas la question, il vit dans son corps, il est là, point. Ils se sont tout à fait en droit de demander les choses qui lui font du bien et d'exprimer sa réalité, ses envies. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, c'est comme si on est confronté à la réalité des autres, et quand on est dans notre réalité, dans notre identité la plus profonde, très très jeune, et on remarque que ça peut déranger. Et donc qu'est-ce qu'on fait? C'est que par souci de conformisme, parce qu'on veut se sentir lié aux autres, parce que c'est un besoin tellement primaire,
d'être en connexion avec les autres, eh ben, on se dissocie de soi et on ne vit plus que dans l'image, l'intellect, le mental. Et c'est là où le corps, lui, continue de vivre en rapport avec qui vous êtes vraiment. Ouais, hier j'ai regardé une vidéo de Krishnamurti où il disait justement pour vivre heureux et sans conflit, il est nécessaire de ne pas avoir d'image de soi. Mais d'image de soi dans le sens, c'est exactement ce que tu disais. Je suis génial, ou je suis nulle, ou je serai bien quand je serai comme ça. Parce que plus on a de critères inconscients sur qui on devrait être, qui on doit être pour être bien, bien du coup, on se détache de ce qu'on peut expérimenter. Et de qui on est. Exactement. Bah oui, parce finalement, on ne sait pas vraiment qui on est. On ne peut pas le définir par des mots. C'est ça. Et c'est un état d'être. Et un état d'être, il n'y a peut-être tout simplement pas le vocabulaire. Pour ça, il n'y a que le ressenti. Et du coup, on rejoint le côté, en fait, vivre passe par le corps. Exactement. Et vivre vraiment dans sa chair, dans ses nerfs, dans ses fibres, dans ses cellules. Il y a aussi, pour rebondir, parce que tu parlais du côté confinement, j'ai eu plusieurs de mes clientes qui m'ont dit, mais tu sais, c'est fou, depuis qu'on est en confinement, j'ai une meilleure image de moi, j'ai une meilleure estime, parce que je ne suis pas confrontée sans cesse au corps des autres, à l'image des autres. Je trouvais très intéressant, parce que je me dis, mais tiens, c'est fou en fait. C'est fou la liberté que ça a permis aussi, parce que tout d'un coup, toute cette énergie qui est dépensée inconsciemment à toujours être en train de se vérifier, de regarder si on correspond, eh ben, elle est de nouveau disponible pour autre chose, pour des choses qui sont plus nourrissantes pour la personne qui la divertissent réellement, où elle peut faire quelque chose. Et ça rejoint, je sais que c'était un sujet que tu voulais aborder aujourd'hui, ça rejoint aussi toute cette notion d'énergie créative que l'on peut trouver et chez les hommes et chez les femmes, et qui est exprimée juste de manière différente. Je pense que beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast et qui te suivent connaissent aussi toute cette vague que l'on a eue là récemment, ces dernières années, par rapport à l'énergie féminine sacrée, etc. Il y a un renouveau par rapport à ça, qui vient aussi du tantra, en partie, et des cultures japonaises. Je pense qu'on peut aussi en parler, nous, parce qu'on peut aussi expérimenter ça d'un point de vue personnel. Moi, la première chose que j'ai réalisée, en fait, quand j'ai commencé à faire ce travail où je me réancre et je me reconnecte, moi, à mes centres d'énergie plus créatifs, qui se trouvent, en fait, au niveau du bassin et des organes reproducteurs. D'ailleurs, au début, quand je faisais ça, je trouvais ça tellement bizarre. Je disais, non, mais ils sont malades, les gens. Il y a 5 ans, j'étais là, non, mais c'est un petit peu trop spécial pour moi. Mais ce que j'ai remarqué, c'était pas du tout le côté waouh, je suis connectée à la terre-mère, etc. J'ai remarqué plutôt une capacité à pouvoir créer vraiment objectivement des choses, du matériel, à pouvoir écrire. C'était très concret, en fait. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est qu'il y a un peu autour du féminin sacré, de la reconnexion à soi, parfois une image peut-être ésotérique qui est associée, parce que c'est vrai que c'est invisible, c'est mystérieux, c'est puissant, etc. Donc, il y a ce côté peut-être invisible, mais comme tu le disais, le résultat, en se connectant à soi, parce que le bas du ventre aussi, c'est tout ce qui est émotion, plaisir, les sens. Et en se reconnectant à ça, finalement, tu es dans un mouvement. C'est un peu comme une danse. Et donc, tu crées quelque chose de plus concret. Ce dont on parlait un peu avant le podcast, je trouve que cette connaissance n'est pas forcément vulgarisée auprès des femmes. La connaissance du corps de la femme est bien souvent déléguée à d'autres personnes. Et donc, se reconnecter à ça, en prendre conscience. Moi, je sais que, par exemple, quand j'ai arrêté d'être salariée et que j'ai commencé à créer mon entreprise, etc., bien, j'ai eu pas mal de problèmes de santé au niveau des ovaires. Ok. Mais je pense qu'en fait, c'est parce que, comme mon corps était au repos et que tout ce qui est ovaire, etc., a des significations, que ce soit au niveau de la créativité, des émotions, etc. Bien là, mon corps a un peu lâché
je pense, tout ce qui était accumulé pendant des années et décharger quelque chose énergétiquement qui m'a ensuite permis de me sentir, comme tu disais, plus créative, plus ancrée, plus présente. Donc, c'est pas quelque chose de totalement, mystique. Exactement. Non, au contraire. Au contraire, c'est quelque chose de très réel, de très concret. Et je pense que tant qu'on garde encore les gens sous l'impression que c'est, comme tu as dit, un petit peu un espèce de nuage brumeux, un mélange d'encens, d'huile essentielle, de cristaux, etc., d'une certaine manière, on ne permet pas, on ne facilite pas la connexion de chacun à qu'est-ce qu'on a dans nos tripes. Et c'est dommage parce que c'est quelque chose qui est là, qui est à portée de main pour tous. Si on fait une parallèle aussi avec d'autres disciplines que l'on peut trouver, moi par exemple j'ai fait un petit peu d'arts martiaux avec la danse, etc. Tous les mouvements, en fait, même si on est en train de lever une jambe, un bras ou de porter quelqu'un, ça part depuis le bas du ventre. C'est là où on a toute une énergie et c'est hyper concret, c'est hyper là, c'est nulle part ailleurs. Hein. C'est pas, oui, on a nos organes, on a tout ça, mais c'est notre centre, c'est le centre de gravité aussi. Et si on arrive à être centré, aligné et présent dans toutes ces différentes dimensions que l'on est, et dans notre tripes, et dans notre cœur, et aussi dans notre tête, là, on commence à être dans une présence, un état d'être qui commence à ressembler à ce que je pense beaucoup de gens recherchent en fait très profondément, à juste plus se sentir dissocié, éclaté dans les différents concepts de qui je devrais être. Il y a quelque chose que je remarque beaucoup et je sais que toi aussi dans le développement personnel, et même hier, j'ai eu quelqu'un qui est venu pour commencer un travail sur elle. On a eu tellement d'informations qui sont venues par rapport au développement personnel, par rapport à ce que ça peut être, ce que ça devrait, ce que ça a créé en fait une mosaïque d'images en plus, de choses à laquelle il faudrait que l'on corresponde pour se sentir mieux, il faudrait que je ressemble à ça, etc. Et de nouveau, on est dans il faut que je ressemble à, il faut que je fasse des choses comme ça parce que ça pourrait me donner ce résultat-là, cette image-là. Et tant qu'on reste dans l'image, on est dans l'illusion, en fait. On n'est pas dans le « je suis », point, là. On n'est pas dans sa vérité. On a chacun notre vérité. Et je pense que le corps est nécessaire pour accéder à cette vérité. Et voilà, c'est tout pour cette première partie. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a peut-être apporté quelques prises de conscience, de nuances par rapport à votre rapport à vous avec votre corps. S'aimer indépendamment de tout critère, de toute image est un processus, ça prend du temps, mais ça en vaut tellement la peine. Ça en vaut tellement la peine et j'aimerais tellement échanger avec vous, discuter, savoir quelles sont vos stratégies, ce que vous avez déjà essayé, ce qui fonctionne pour vous. Donc pour ça, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. On va faire aussi quelques lives en plus avec Aurélia où vous pouvez directement nous poser des questions, etc. Donc merci pour votre écoute. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.